À 17h43, un jet privé sans logo s'est posé à Ouagadougou et personne n'attendait sur le tarmac. Pourtant, un convoi blindé était déjà en place et l'absence d'accueil officiel rendait la scène encore plus lourde qu'un sommet public. Ibrahim Traoré n'a rien confirmé, mais l'épisode suggère qu'une négociation peut compter davantage qu'un discours, quand l'urgence sécuritaire croise des offres minerais contre soutien à huis clos. Si la souveraineté du Sahel se décide dans des couloirs sans micro ni caméra pour les États, qui fixera la frontière entre coopération, pression et dépendance demain sur le terrain? Ce récit propose de comprendre ce qui se joue réellement derrière cette séquence discrète au-delà des rumeurs et des lectures idéologiques. L'enjeu est simple à formuler. Sécurité immédiate contre contrôle durable, un arbitrage qui engage non seulement des gouvernements, mais aussi des populations prises entre violence armée et promesses de stabilité. Dans le Sahel, chaque décision militaire pèse directement sur l'économie, les flux commerciaux, la mobilité des civils et la crédibilité des autorités. Pour Ibrahim Traoré et ses homologues de l'Alliance du Sahel, accepter ou refuser une offre étrangère ne relève pas d'un symbole politique, mais d'un calcul de survie stratégique. L'objectif ici n'est pas de désigner un bon ou un mauvais partenaire, mais d'examiner les mécanismes concrets. Quelles contreparties sont exigées, quels leviers sont abandonnés et quels précédents sont créés. Ce sont ces détails techniques, souvent absents des discours publics, qui déterminent si une coopération renforce l'autonomie ou prépare une nouvelle dépendance. La suite reviendra sur ce qui a déclenché le doute au sommet et pourquoi ce dossier a été perçu comme un test de résistance. La proposition américaine contenait un chiffre clé rarement mis en avant. 79% des recettes d'exportation du Burkina Faso en 2023 provenaient des ressources minières. Ce pourcentage, cité dans un rapport interne du ministère de l'économie, transforme une offre militaire en enjeu de souveraineté, car il révèle le poids exact du levier économique en jeu. Ibrahim Traoré a reçu cette donnée au moment même où les émissaires insistaient sur l'urgence sécuritaire, créant un contraste brutal entre le court terme militaire et le long terme stratégique. Pour comprendre cette tension, il faut revenir à la séquence précédente. Après l'éviction des forces françaises, l'Alliance du Sahel pensait avoir fermé un cycle d'influence étrangère. Mais le vide géopolitique a rapidement attiré d'autres acteurs, non plus par des discours publics, mais par des propositions contractuelles ciblées. Washington n'a pas présenté une aide classique, mais un échange direct. Armes, drones, renseignements et formations contre un accès préférentiel aux ressources stratégiques. C'est ici que le doute s'est installé. Selon plusieurs sources proches du dossier, l'accord contournait les circuits étatiques habituels et évitait toute validation parlementaire. Il instaurait des couloirs logistiques échappant au contrôle fiscal, ce qui revenait à créer une juridiction parallèle sur des portions du territoire national. Pour Ibrahim Traoré, habitué aux négociations sous forte pression depuis la rupture avec Paris, ce détail n'était pas technique, mais politique. Le contexte sécuritaire rendait pourtant l'offre tentante. Sur le terrain, certaines unités manquaient de munitions, des postes avancés avaient été abandonnés, et les civils doutaient de la capacité de l'armée à tenir sans soutien extérieur. Mais ces fragilités n'effaçaient pas une réalité centrale. Depuis 2 ans, l'autonomie militaire reposait sur un équilibre choisi, fragile mais maîtrisé. La mini-révélation n'était donc pas l'offre elle-même, mais son prix caché. Sur le front et du Burkina Faso, un nom revient dans les notes internes. Le commandant Zongo, responsable du renseignement opérationnel. Son rôle n'est pas politique, mais ses rapports ont pesé lourd dans les arbitrages récents transmis à Ouagadougou.
Quelques jours avant l'arrivée des émissaires américains, il avait signalé une fragilité critique. Une unité locale, à court de munitions, avait dû abandonner un poste avancé, repris au prix de lourdes pertes. Ce retrait n'a pas seulement permis à un groupe armé de regagner du terrain, il a aussi entamé la confiance des civils. Les effets ont été immédiats. Des familles ont quitté les zones rurales vers les centres urbains, les marchés hebdomadaires ont fermé et certaines routes ont de nouveau été contrôlées la nuit. Pour l'état-major, ces signaux rappelaient une évidence. Sans logistique stable, une reconquête peut s'effondrer en quelques jours. C'est dans ce contexte que l'offre américaine a été évaluée, non comme une abstraction diplomatique, mais comme une réponse potentielle à une urgence concrète. Zongo a pourtant alerté sur un risque plus profond. Selon son analyse, accepter une aide formulée hors des cadres étatiques risquait de créer une dépendance plus rigide que celle connue auparavant. Ce que l'on reçoit rapidement peut aussi être retiré sans préavis. Cette lecture a été relayée jusqu'au sommet où Ibrahim Traoré devait arbitrer entre le soulagement immédiat sur le terrain et la préservation d'un contrôle stratégique à long terme. Ce personnage de l'ombre illustre le dilemme central. Chaque décision prise à Ouagadougou a des conséquences directes, visibles, presque instantanées sur le terrain. La question n'était plus théorique, elle devenait humaine, sécuritaire et irréversible. Tout s'est enclenché par une convocation inhabituelle. Sans communiqué ni annonce publique, les chefs d'état-major des 3 pays de l'Alliance du Sahel ont été appelés à Ouagadougou pour une réunion extraordinaire. Le dispositif de sécurité autour de la présidence indiquait qu'une décision sensible se préparait. À ce stade, Ibrahim Traoré n'avait encore rien acté. Mais le calendrier s'accélérait sous la pression des événements sur le terrain. L'activation est venue avec l'arrivée discrète des envoyés américains. Leurs documents étaient prêts, signés et calibrés pour une mise en œuvre rapide. Washington proposait un soutien militaire immédiat. Armes, drones, formation et renseignements. En échange, l'accès direct et préférentiel aux ressources stratégiques du sous-sol sahélien. L'argument central reposait sur l'urgence, sur l'idée qu'il fallait frapper vite pour éviter une dégradation sécuritaire irréversible. Le climat est alors monté d'un cran. Pendant plusieurs jours, les réunions se sont succédées à huis clos. Les représentants américains insistaient sur la détérioration rapide de la situation régionale. Les états-majors reconnaissaient la pression opérationnelle. Mais un détail a fait basculer l'atmosphère. L'accord proposé ne passait ni par les parlements nationaux ni par les circuits fiscaux classiques. Il instaurait des couloirs logistiques échappant au contrôle des États, créant de fait une zone de souveraineté limitée. Le point culminant est survenu lorsque ce mécanisme a été clairement formulé. Pour certains responsables militaires, il s'agissait d'un simple moyen de gagner du temps. Pour d'autres, c'était une ligne rouge. Le général Konaté, côté malien, a été le premier à exprimer son refus, rappelant que l'éviction d'une tutelle ne pouvait conduire à l'acceptation d'une autre sous une forme différente. Cette position a été transmise à Ibrahim Traoré, qui a perçu dans cette clause un risque structurel. La décision de suspendre les discussions a agi comme une détonation. En quelques heures, un convoi diplomatique quittait discrètement l'aéroport. À l'extérieur, l'information a commencé à circuler. Des spéculations ont émergé dans les médias internationaux. À Ouagadougou, une manifestation spontanée s'est formée devant le ministère des Affaires étrangères, avec des slogans simples mais explicites: pas d'échange, nos terres, notre décision. Les répliques ont été rapides. À Washington, aucun commentaire officiel, mais des signaux internes ont été relevés dans les cercles de défense. Le refus mettait en difficulté une stratégie construite patiemment depuis le retrait français.
Pour Ibrahim Traoré et ses partenaires, cet épisode marquait un tournant. Désormais, chaque proposition extérieure serait lue à travers le prisme de la maîtrise économique autant que de l'efficacité militaire. Cette séquence, en apparence brève, a révélé une mécanique implacable. Une offre conçue pour répondre à une urgence a déclenché une crise de confiance. Le dilemme n'était plus seulement sécuritaire, il devenait institutionnel et symbolique avec des conséquences durables sur la trajectoire de l'Alliance du Sahel. Base, puis bascule. Avant 2022, la quasi-totalité de l'effort militaire sahélien dépendait de chaînes logistiques extérieures formelles. Depuis, une part croissante est assurée par des mécanismes autonomes, au prix d'une exposition financière assumée. Cette transition éclaire le cœur du débat qui s'est posé à Ibrahim Traoré. Gagner en rapidité opérationnelle sans céder le contrôle des leviers économiques. Premier indicateur, souvent cité dans les cercles gouvernementaux, 79% des recettes d'exportation burkinabé en 2023 provenaient de l'or, du manganèse et du lithium. Interprétation. Lorsque l'économie repose majoritairement sur quelques ressources, chaque concession minière devient un acte stratégique, pas un simple contrat sectoriel. Dans ce cadre, accepter un accès direct sans encadrement législatif équivaut à engager l'ensemble de la trajectoire budgétaire nationale. Deuxième donnée clé, issue d'une note confidentielle de l'état-major sahélien, plus de 60% des équipements utilisés dans les opérations de reconquête récentes ont été obtenus par des échanges directs de ressources contre matériel. Interprétation. Ce mode de financement contourne les circuits bancaires exposés aux gels occidentaux, mais il lie étroitement autonomie militaire et maîtrise des ressources. Toute perte de contrôle sur ces ressources fragilise immédiatement la capacité opérationnelle. Troisième chiffre, souvent ignoré du débat public. Entre 2022 et 2024, les zones reprises aux groupes armés ont enregistré une baisse de 47% des déplacements internes. Interprétation. La corrélation est nette entre contrôle territorial et stabilité humaine, et cette amélioration s'est produite sans appui militaire occidental structurant. Les faits contredisent donc l'idée d'une dépendance sécuritaire inévitable. Ces trois indicateurs, mis bout à bout, dessinent un schéma cohérent. L'autonomie sahélienne n'est ni totale ni confortable, mais elle produit des résultats mesurables. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'était pas de nier les besoins immédiats en drones ou en munitions, mais d'évaluer si l'offre américaine renforçait ou rompait cet équilibre fragile. La comparaison avant-après est éclairante. Avant, la sécurité reposait sur des partenariats visibles mais peu efficaces avec un coût politique élevé. Après, elle s'appuie sur des mécanismes opaques mais maîtrisés localement avec un coût financier assumé. Introduire un acteur supplémentaire avec une logique transactionnelle intensive risquait de déplacer la dépendance plutôt que de la réduire. Ces chiffres n'imposent pas une conclusion idéologique, ils posent une contrainte mathématique. Quand l'économie, l'armée et la stabilité civile sont imbriquées, toute décision prise sous pression doit être évaluée à l'aune de ses effets cumulatifs. Pour le pouvoir à Ouagadougou, le calcul ne portait pas sur un gain immédiat, mais sur la capacité à maintenir une trajectoire choisie, même lente, sans renoncer à la souveraineté décisionnelle. Les défenseurs de l'accord américain avancent de deux arguments solides. D'abord, face à l'intensité des menaces terroristes, refuser une aide technologique de pointe serait, selon eux, un pari risqué pour la sécurité immédiate des populations. Drones, renseignements satellitaires et capacités logistiques américaines offrent une efficacité éprouvée, difficile à reproduire localement à court terme. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré prendrait le risque d'exposer des civils et des soldats à des pertes évitables. Le second argument
repose sur la comparaison des partenaires. Pour ces analystes, les coopérations avec la Russie ou la Chine ne seraient ni plus transparentes ni moins contraignantes. Miser sur Washington permettrait au moins de bénéficier d'un cadre institutionnel plus prévisible avec des interlocuteurs identifiés et des mécanismes de suivi connus. Dans un environnement régional instable, cette prévisibilité serait un atout. Ces positions ne sont pas sans fondement. Les pertes humaines se poursuivent dans certaines zones frontalières. L'usure des troupes est réelle et maintenir un effort de guerre soutenu sans appui international demeure difficile. À court terme, un soutien massif pourrait stabiliser des zones critiques et réduire la pression sur les forces locales. La réponse sahélienne repose toutefois sur un contre-argument central. Depuis 2 ans, l'Alliance du Sahel a construit une dynamique alternative. L'autonomisation militaire, bien que coûteuse et imparfaite, a permis de reprendre l'initiative sur plusieurs fronts. Cette trajectoire s'appuie sur une leçon tirée de l'expérience passée. Une présence étrangère massive n'est pas synonyme d'efficacité durable. Pour Ibrahim Traoré et ses partenaires, le cœur du désaccord n'est pas l'aide en soi, mais sa conditionnalité. Une coopération qui exige un accès direct aux ressources, sans contrôle parlementaire ni fiscal, introduit une vulnérabilité structurelle. Le risque n'est pas seulement militaire, il est politique et économique. Ainsi, refuser l'accord ne signifie pas ignorer l'urgence sécuritaire. Cela revient à arbitrer entre un soulagement immédiat et la préservation d'un cadre décisionnel autonome. Ce choix peut sembler risqué, mais il s'inscrit dans une lecture stratégique de long terme où la dépendance mal négociée est perçue comme un danger plus durable que l'insuffisance temporaire de moyens. Ce qui a réellement fait basculer l'équation ne venait pas de Washington, mais d'un calendrier parallèle. Au moment même où l'offre américaine était suspendue, une autre mission diplomatique opérait déjà dans la discrétion. Depuis près de 3 semaines, une délégation conjointe russo-chinoise menait des discussions confidentielles avec les autorités sahéliennes, selon plusieurs sources concordantes. La différence ne tenait pas seulement aux ex-partenaires, mais à la logique proposée. Aucun contrat écrit immédiat, aucune exigence d'accès direct aux mines. À la place, une offre plus lente et plus technique, le co-développement progressif d'un complexe militaro-industriel sur sol africain. L'objectif n'était pas d'échanger des ressources contre des équipements livrés clés en main, mais de transférer des compétences étape par étape. Ce point a changé la lecture stratégique. À court terme, le rendement apparaissait inférieur à celui promis par Washington. À moyen terme, en revanche, le contrôle restait entièrement sous juridiction sahélienne, de la production des munitions à la maintenance des drones. Pour Ibrahim Traoré, cette option ne supprimait pas les risques sécuritaires immédiats, mais elle offrait une perspective de sortie de dépendance. Le midpoint est là. Le refus américain ne s'explique plus seulement par la méfiance, mais par l'existence d'une alternative crédible. Le dilemme n'opposait plus aide ou isolement, mais vitesse contre maîtrise. Les effets de ce choix se déclinent différemment selon les acteurs, et c'est à cette échelle que la décision prend tout son sens. Pour les institutions nationales, d'abord, la suspension de l'offre américaine a entraîné un refroidissement diplomatique mesurable. Certaines ambassades occidentales ont réduit la fréquence de leurs échanges formels et plusieurs aides budgétaires prévues pour 2024 ont été signalées comme réexaminables. Pour Ibrahim Traoré, cette réaction était anticipée. Elle confirme que la pression ne se limite pas au champ militaire, mais s'étend aux leviers financiers et politiques. Du côté des entreprises, en particulier dans le secteur minier, l'incertitude a produit un effet immédiat. Les propositions américaines qui associaient investissement logistique et concessions rapides
avait séduit certains acteurs privés à court terme. Leur suspension a conduit plusieurs firmes à geler des projets d'extension, craignant un cadre juridique instable. À l'inverse, des offres de joint venture portées par des partenaires sino-russes ont commencé à circuler, promettant une participation locale accrue, mais des délais de mise en œuvre plus longs. Pour les populations, les perceptions sont contrastées. Dans les zones rurales récemment sécurisées, beaucoup voient dans l'autonomie militaire actuelle une source de fierté prudente. Les leaders communautaires interrogés rappellent que la sécurité ne s'achète pas instantanément, mais se construit dans la durée. Dans les centres urbains, en revanche, l'impatience grandit. Les coupures d'énergie, la pression inflationniste et les pénuries d'intrants agricoles rendent tangible le coût d'un isolement prolongé. Le débat n'est donc pas idéologique, il est vécu au quotidien. À l'échelle régionale, enfin, le signal dépasse le Burkina Faso. Le Tchad observe attentivement ces arbitrages, hésitant à renouveler certains accords avec l'Union européenne. La Guinée a déjà entamé des discussions bilatérales avec Moscou autour de la sécurité minière. Une cartographie géopolitique plus fragmentée émerge, moins centrée sur les partenaires occidentaux traditionnels. L'effet domino est lent mais perceptible. Ces conséquences illustrent un point central pour Ibrahim Traoré et ses homologues. Refuser un accord déséquilibré n'est pas un geste isolé. C'est un choix qui redéfinit des chaînes d'interdépendance économique, sociale et diplomatique. Les gains ne sont ni immédiats ni garantis. Les coûts, eux, sont visibles et parfois lourds. Mais pour les décideurs sahéliens, l'alternative était claire: accepter une stabilisation rapide au prix d'une perte de contrôle, ou assumer une transition plus rude en conservant la main sur les leviers essentiels. Dans le scénario de base, l'Alliance du Sahel maintient le refus de l'offre américaine tout en poursuivant la diversification de ses partenariats. Les relations avec les puissances occidentales restent tendues mais fonctionnelles, sans rupture officielle. Sur le terrain, les opérations militaires continuent à un rythme soutenu, avec des gains territoriaux partiels et une pression logistique constante. Pour Ibrahim Traoré, ce scénario implique une gestion fine des équilibres, accepter des frictions diplomatiques modérées pour préserver la cohérence interne du projet souverainiste. Le scénario optimiste repose sur une transformation de la crise en levier stratégique. Le refus de l'accord américain renforce la crédibilité des autorités sahéliennes auprès de partenaires non alignés qui acceptent des coopérations plus équilibrées. Le projet de codéveloppement militaro-industriel progresse même lentement et amorce une montée en compétences locales. Les recettes minières sont partiellement sécurisées grâce à de nouveaux mécanismes de coordination régionale, réduisant l'exposition aux pressions extérieures. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré pourrait apparaître comme l'un des architectes d'un modèle sahélien fondé sur la maîtrise graduelle plutôt que sur la dépendance rapide. Le pire scénario reste toutefois présent. Le rejet du deal américain déclenche des répliques indirectes: gel d'actifs, campagne de désinformation, isolement diplomatique accentué. L'économie subit des chocs, les tensions sociales réapparaissent et les groupes armés exploitent les zones de fragilité. La pression sécuritaire augmente alors que les marges financières se réduisent, plaçant les autorités devant des arbitrages encore plus contraints. Face à ces trajectoires possibles, une recommandation de méthode s'impose: ne pas confondre vitesse et solidité. Quelle que soit l'issue, la capacité à expliquer les choix, à anticiper les coûts et à ajuster les partenariats sera déterminante.
Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de prédire l'avenir, mais de conserver une marge de décision suffisante pour ne pas subir le scénario le plus défavorable. Pour une partie des jeunes urbains, le débat sur la souveraineté dépasse la géopolitique. Il se traduit par une attente concrète, emploi, énergie stable, perspectives industrielles. Beaucoup ont soutenu les choix récents d'Ibrahim Traoré par rejet des tutelles passées, mais l'impatience progresse lorsque les pénuries et l'inflation touchent le quotidien. Leur soutien reste conditionnel, lié à la capacité des autorités à transformer l'autonomie stratégique en opportunité visible. Chez les populations rurales, la lecture est différente. La sécurité est évaluée à l'aune de critères simples: marchés ouverts, routes praticables, retour progressif des déplacés. Dans ces zones, l'autonomie militaire actuelle est souvent perçue comme un signe de dignité retrouvée. Les témoignages recueillis montrent une méfiance persistante envers toute présence étrangère armée, associée à des expériences passées jugées inefficaces ou intrusives. Les acteurs économiques locaux, notamment les petits commerçants et transporteurs, se situent entre ces deux pôles. Chaque regain d'insécurité réduit les flux, augmente les coûts et fragilise des marges déjà étroites. Pour eux, la question n'est pas idéologique mais pragmatique. Combien de temps l'incertitude peut-elle durer avant de rendre l'activité intenable? Enfin, les forces de défense vivent ce choix comme un pari à double tranchant. Chaque équipement reçu peut sauver des vies, mais chaque dépendance mal négociée peut, à terme, coûter plus cher encore. Plusieurs témoignages internes évoquent cette tension permanente entre efficacité immédiate et loyauté envers un projet national. Pour Ibrahim Traoré, maintenir la cohésion de ces groupes hétérogènes suppose une communication constante et un partage clair des objectifs, sans quoi le soutien pourrait s'éroder. Une réponse structurée se dessine en plusieurs étapes, pensée pour renforcer l'autonomie sans provoquer de rupture brutale. La première consiste à établir un moratoire formel sur toute négociation, accordant un accès direct aux ressources stratégiques, le temps de consolider un cadre commun. Cette mesure vise à geler les pressions tout en laissant la porte ouverte à des discussions futures selon des règles clarifiées. Pour Ibrahim Traoré, il s'agit de reprendre l'initiative du tempo. La deuxième étape repose sur la mise en place d'une cellule intergouvernementale réunissant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette structure aurait pour mission de définir des lignes rouges partagées et de piloter un audit externe régulier, garantissant une traçabilité minimale des accords conclus. L'objectif n'est pas la transparence totale, mais la cohérence stratégique entre partenaires sahéliens. Troisièmement, l'accélération d'un fonds souverain sahélien alimenté par une part fixe des revenus miniers permettrait de financer l'effort sécuritaire sans dépendre de livraisons conditionnées. Ce mécanisme offrirait un indicateur clair de stabilité budgétaire et renforcerait la crédibilité des choix opérés. La quatrième étape concerne le co-développement industriel avec un calendrier réaliste. Fixer un objectif intermédiaire, par exemple une part limitée de production locale d'équipements légers, permettrait de mesurer les progrès sans promettre l'autosuffisance immédiate. Enfin, instaurer un canal de dialogue citoyen régulier donnerait aux populations une visibilité sur les choix stratégiques, réduisant les rumeurs et consolidant l'adhésion. Pour Ibrahim Traoré, cette feuille de route ne garantit pas le succès. Elle définit une méthode: avancer lentement, mesurer chaque concession et préserver autant que possible la capacité de décision collective. Dans un bureau faiblement éclairé de l'est du Burkina Faso, le commandant Zongo observe une carte annotée à la main. Les lignes rouges marquent les zones récemment sécurisées. Les points noirs signalent les risques persistants. Depuis la suspension de l'offre américaine,
Il a réorganisé ses équipes, réduit les marges d'erreur et renforcé les circuits logistiques internes. Rien de spectaculaire, seulement un travail patient, loin des annonces. À ses côtés, un drone tactique modifié est en maintenance. Il n'est ni le plus rapide ni le plus sophistiqué. Mais chaque pièce est comprise, chaque ajustement maîtrisé par ceux qui l'utilisent. Cette image résume le choix opéré au sommet. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se mesure pas seulement à la puissance affichée, mais à la capacité de tenir dans la durée, même imparfaitement. Dans les rues de Ouagadougou, certains slogans effacés rappellent les refus passés. D'autres, plus récents, montrent simplement un drapeau, sans mot d'ordre. Cette sobriété dit quelque chose de l'instant. Les décisions prises aujourd'hui dépasseront les mandats et les cycles diplomatiques. Elles toucheront les écoles construites, les emplois créés, les récits transmis. Le pari reste risqué, mais pour Ibrahim Traoré et ceux qui partagent cette trajectoire, mieux vaut une lenteur assumée qu'une vitesse sous condition. La souveraineté, ici, n'est pas un slogan, c'est une discipline quotidienne, silencieuse et difficile à tenir. À ce stade, il ne s'agit plus de choisir un camp ou de valider une alliance. La séquence vécue par le Sahel pose une question plus large, presque universelle. Comment coopérer sans se déposséder? Les décisions prises aujourd'hui par Ibrahim Traoré et ses partenaires ne valent-elles pas seulement pour une conjoncture sécuritaire? Elles esquissent une méthode faite de prudence, de lenteur assumée et de lignes rouges explicites. Pour les sociétés sahéliennes, ce débat ne peut rester confiné aux cercles militaires ou diplomatiques. Il touche à l'éducation, à l'emploi, à la manière dont les ressources seront exploitées et transmises. Chaque compromis accepté ou refusé dessine un horizon différent pour la génération suivante. Observer ces choix, les questionner, les comprendre devient une responsabilité collective. Ce récit n'apporte pas de solution clé en main. Il invite à regarder au-delà des discours rapides et des promesses immédiates, à se demander quels partenariats renforcent réellement la capacité d'agir et lesquels déplacent simplement la dépendance. La souveraineté n'est peut-être pas un état final, mais un processus fragile fait de décisions imparfaites. À chacun désormais de se poser la question: quelles conditions rendent une coopération acceptable et à quel moment le prix devient-il trop élevé?